Est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde. Ça fait pas grave, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons encore terminer notre cours concernant la source, les sources écrites, à savoir, la dernière fois, on avait parlé de la Constitution, on a parlé de la jurisprudence, on a parlé de la doctrine, on a parlé de la loi, qui nous intéresse le plus en tant que règle de droit. Et je vous ai dit que la loi, c'est d'abord la Constitution, je vous ai dit la dernière fois que la Constitution étant la source interne écrite et formelle, c'est un texte fondamental et que la loi doit être conforme à la Constitution. C'est très important. Donc, nous aurons l'occasion de voir comment est-ce que la loi doit être conforme à la Constitution. Donc, c'est comme une espèce de pyramide. Et donc, vous avez la Constitution, vous avez la loi, et puis vous avez le règlement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Après, ce sont les autres textes administratifs, à savoir les circulaires, les notes de service, etc. Mais ce qu'il faut retenir en tête aujourd'hui, c'est que la Constitution, elle se trouve au sommet de la pyramide en tant que source écrite. D'accord? Et donc, cette Constitution, la dernière, je vous ai dit que la Constitution, elle établit les différentes institutions qui existent dans un État et qui définit, si vous voulez, les domaines du Parlement, les domaines du roi, de compétences, évidemment, et les domaines du gouvernement. Et je vous ai dit que la loi, le Parlement qui élabore la loi, le législateur, si vous voulez, et le gouvernement ne doivent pas rentrer les uns des autres dans les compétences réciproques. Il faut quand même qu'il y ait cette fameuse séparation des pouvoirs que vous connaissez tous, qui est un principe qui a été dominé au XIXe siècle par la doctrine libérale et qui est apparu donc fin XVIIIe pour mettre fin au principe absolutisme qui existait à l'époque. Donc, on avait besoin de cette liberté, d'accord? Cette liberté dans tous les domaines. Et vous avez étudié, j'imagine, que sur le plan économique, il y avait, compte tenu du progrès et de la prospérité, la main invisible de Adam Smith, que vous connaissez tous. Donc, sur le plan politique, il faut donner à l'homme, si vous voulez, le droit de se déterminer librement, donc ce sont libertés publiques. Donc, il fallait avoir un gouvernement libéral. Et ce gouvernement libéral, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, la théorie de la souveraineté nationale, le principe de la séparation des pouvoirs avec le principe de l'équilibre de pouvoir et par conséquent limiter les domaines d'intervention de l'État afin de garantir, si vous voulez, la liberté contre les abus d'un souverain qui était absolutisme à l'époque. Et donc, je vous laisse donc avec cette, je vous laisse chercher. J'imagine que vous avez étudié toute cette théorie de la philosophie de Montesquieu du XVIIe et XVIIIe siècle par l'esprit des lois, et Montesquieu qui s'est concentré, si vous voulez, sur l'essence du pouvoir avec l'équilibre du pouvoir, et que tout homme qui a du pouvoir, pour lui, est porté à en abuser. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est pour vous montrer effectivement qu'on avait besoin de cette séparation des pouvoirs entre le Parlement, le gouvernement et le roi. Et par conséquent, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il faut qu'ils soient non seulement séparés, mais chacun doit travailler dans son domaine. Cependant, le Parlement qui travaille, qui élabore la règle de droit, nous aurons l'occasion de voir comment il va fabriquer cette règle de droit. N'oubliez pas que la règle de droit, ce que je vous ai dit la dernière fois, cette règle de droit va avoir des dents. Et les dents, c'est la sanction. Donc, il faut qu'elle soit exécutoire. Donc, nous allons voir, et il faut qu'elle se pose aux parties, au sujet de droit que nous sommes. Donc, cette règle de droit qui revêt, cette force exécutoire, il faut qu'elle ait un processus d'acheminement qui part de sa naissance jusqu'à son décès. C'est ce qu'on appelle la promulgation de loi jusqu'à son abrogation. Donc, mais avant de parler de ce processus, si vous voulez, juridique, qui est très important pour savoir comment la règle de droit est élaborée, puisque nous sommes en train d'étudier aujourd'hui les sources d'où elle sort, pouvoir normatif.
mais pour qu'on puisse étudier les sources par la suite, et on va comprendre d'où elle tire toute sa force obligatoire. Elle tirera cette force obligatoire par sa manière d'être élaborée, que nous aurons l'occasion de voir plus tard. Mais restons et concentrons-nous d'abord sur cette loi maintenant, et avec cette séparation du Parlement et du gouvernement. Et je vous ai fait la dernière fois une distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires, et je vous ai dit que, par exemple, si vous prenez par exemple l'article 29 de la Constitution de 2011, vous allez voir que le droit de grève est garanti et qu'une loi organique viendra fixer les modalités et les conditions de son exercice. C'est juste pour vous donner une idée, un exemple, entre ce que nous appelons la loi organique et la loi ordinaire. La loi ordinaire, c'est les articles qui existent dans la Constitution, d'accord? Tout comme la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation, tout comme la loi ne peut avoir un effet rétroactif en vertu de l'article la loi relève du Parlement. Voyez, donc ce sont des règles qui sont là et qui sont qu'on appelle des règles, si vous voulez, organiques, d'accord? Et ce sont des règles ordinaires. Les lois organiques, ce sont des lois qui vont venir fixer les modalités de l'exercice de certaines lois. Dans la Constitution, il existe un certain nombre de lois organiques avec des lois ordinaires, mais il y a des textes qui sont organiques, mais la loi organique pour fixer l'objectif, les modalités de son application, telles que ce que je viens de vous dire par l'article 29, on ne veut pas, ou on ne peut pas, ou on ne veut pas la voter pour le moment, elle n'est toujours pas sur la table du Parlement. Bien. Alors, la loi en général, elle appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres du Parlement. Quand on parle de cette phrase et qu'on dit l'initiative de la loi appartient aussi bien au chef du gouvernement qu'aux membres du Parlement, là, je ne suis plus dans cette différenciation entre la loi et le règlement. La loi en général, ça veut dire la loi et le règlement. D'accord? Donc, il faut que vous gardiez ça en tête parce qu'elle est très importante, cette nuance de dire maintenant, on va travailler avec la loi au sens, si vous voulez, général, avec un grand L. Cette loi, généralement, quand elle émane du Parlement, il faut qu'elle soit conforme. À quoi? À la Constitution. C'est très important. La Constitution, ça veut dire qu'il va y avoir une cour constitutionnelle qui est prévue par l'article 129 de la Constitution de 2011 et elle est composée de 12 membres, cette cour constitutionnelle, et les 12 membres qui sont nommés par mandat de 9 ans. Non renouvelables, évidemment. Les 6 sur les 12 sont désignés par le roi. Et les 6, ils sont élus, la moitié par Chambre des représentants et moitié par la Chambre des conseillers. Et vous savez que le Parlement chez nous au Maroc, il est bicéphale, il est divisé en deux. Vous avez la Chambre des représentants et vous avez la Chambre des conseillers. Eh bien, je vais élire 3 membres de la Chambre des représentants, 3 membres de la Chambre des conseillers, et j'ai 6 membres qui sont désignés par le roi, d'accord, dont un, bien sûr, il faut qu'il soit pris dans le Conseil supérieur des ulama, d'accord, et le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le roi. Pourquoi on parle de cette Cour constitutionnelle qui est prévue par l'article 129 de la Constitution de 2011? C'est parce que c'est très important. Son rôle, il n'est pas anodin. Son rôle, c'est pour contrôler est-ce que la loi qui va sortir du Parlement va être conforme à la Constitution, d'où le nom de la Cour constitutionnelle. Vous voyez bien que quand une loi va sortir, il faut d'abord, auparavant et au préalable, il faut quand même qu'elle soit conforme à la Constitution. Si elle n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, elle sera frappée d'une inconstitutionnalité, d'accord? L'inconstitutionnalité de la loi. Alors, en principe, on se pose la question, on se dit, mais qui c'est qui va déclencher ce contrôle déjà de la Cour constitutionnelle? Qui déclenche ce contrôle? Qui doit le déclencher? Eh bien, ce contrôle, d'abord, il est actionné par les autorités publiques. Ça veut dire soit le chef du gouvernement, soit le président des deux chambres, les présidents des deux chambres. Ça veut dire qu'il intervient au niveau de l'élaboration de la loi. Attention, on n'attend pas que la loi sorte
pour la contrôler. Au moment où on est en train de cuisiner un plat, on vérifie si ce plat, il manque pas du sel. Est-ce qu'on n'a pas oublié du poivre? Est-ce qu'on n'a pas peut-être oublié des oignons? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est au moment de l'élaboration de la loi qu'on doit contrôler, si vous voulez, si cette loi est conforme à la Constitution. La question que l'on se pose, eh bien, est-ce que je peux à n'importe quel moment saisir ce contrôle constitutionnel ou est-ce que c'est à tout moment? La saisine, elle se fait une fois. En principe, la saisine, elle se fait à chaque fois qu'il va y avoir une loi qui va sortir. Évidemment, une loi prise par Daher, si jamais le roi prend une décision par Daher, et vous savez que le Daher vaut loi. Attention, le Daher vaut loi. Un discours royal vaut loi. D'accord? Eh bien, si le Daher, le roi prend un Daher, on ne va pas s'amuser à aller contrôler le Daher s'il est conforme à la Constitution, évidemment. Donc, ne sont pas soumis au contrôle constitutionnel le Daher. N'est pas soumis au contrôle constitutionnel les lois référendaires. Ça veut dire que je vais faire sortir une loi pour voter. Est-ce que vous voulez, par exemple, réviser ou non réviser la Constitution? Oui ou non? En principe, les référendums, c'est oui ou non. Eh bien, les référendums, on ne va pas dire, attention, le référendum, la loi référendaire que vous avez fait sortir, elle n'est pas conforme à la Constitution. Non, bien, les lois référendaires ne sont pas conformes à la Constitution. Une loi qui est déjà promulguée, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la promulgation, ça veut dire qu'elle est déjà passée dans le stade presque final de l'élaboration d'une règle de droit. Eh bien, celle-ci non plus, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la soumettre à un contrôle constitutionnel et aussi on ne peut pas, par exemple, contrôler les décisions administratives ou réglementaires du chef du gouvernement. On ne contrôle pas ce genre de décision devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, on peut, par exemple, contrôler la régularité de la loi, d'une loi qui sort. On peut contrôler, par exemple, la régularité des élections des membres du Parlement. On peut contrôler les lois organiques avant leur promulgation. Regardez, la loi organique avant la promulgation. Et on peut même contrôler, par exemple, les règlements de chaque membre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi, quand elle va être conforme à la Constitution, une fois qu'elle sera conforme à la Constitution, on se pose la question, puisque la loi, elle est l'expression suprême de la volonté des nations, et puisque le Parlement, il a déjà défini pour le Parlement, le législateur, il a déjà défini pour le pouvoir législatif, en vertu de l'article 70 de la Constitution de 2011, les domaines dans lesquels il doit intervenir. Et la dernière fois, on en avait parlé, je vous ai dit que le Parlement pouvait intervenir dans les domaines de la loi, à savoir les libertés, les droits fondamentaux. Le Parlement intervient sur les libertés et sur la nationalité, sur la condition des étrangers, sur l'organisation judiciaire, sur les procédures pénales, la procédure civile, la relation de travail. Tout ça, ça relève du domaine du Parlement en vertu de l'article 70 et 71 de la Constitution de 2011. Et tout ce qui ne rentrera pas dans cette liste qui est limitative sera du domaine du gouvernement. Et donc, il faut garder en tête que la loi, que le législateur, que le Parlement fait sortir la loi et le gouvernement exécute cette loi. Donc, le pouvoir exécutif, la force, elle appartient, elle est entre les mains de l'exécutif et non du législatif. Le législatif, il est là, il veille, si vous voulez, sur les libertés individuelles dans un Parlement. Et n'oubliez pas que le Parlement, ce sont nous qui avons voté pour ces gens-là, qui nous représentent, d'accord? Et donc, la loi constitue l'expression suprême de la volonté de la nation. Vous voyez bien que c'est assez clair concernant la loi. Et donc, il faut garder en tête que la loi, il faut qu'elle soit, encore une fois, conforme à la Constitution. Mais alors, si la loi, elle est conforme à la Constitution, qu'en est-il du règlement? Ça veut dire le chef du gouvernement ou qu'on appelle le Premier ministre ou les ministres,
quand ils vont commencer à sortir, à travailler, la dernière, je vous ai dit qu'ils travaillaient par un certain nombre de textes, à savoir les décrets, les arrêtés, les circulaires, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions comme ça qui peuvent heurter les libertés publiques? Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions qui risquent justement de choquer ou de rentrer en contradiction avec les libertés publiques? Eh bien, si jamais le règlement, ça veut dire un acte qui émane du pouvoir exécutif, n'oubliez pas que cet acte va veiller sur l'exécution d'une loi. Eh bien, cet acte, qui n'est que d'autre que administratif, il faut aussi qu'il soit légal, il faut aussi qu'il soit conforme à quelque chose. Eh bien, il ne va être conforme qu'à la loi, puisque la loi, déjà, elle est conforme à la Constitution. Donc, vous voyez bien que c'est un triangle, d'accord, qui, de la hauteur vers le bas, dans le sommet, sur la tête de ce triangle, il y a la Constitution, qui est un texte sacré et qui établit les pouvoirs des uns et des autres. Dans le niveau inférieur, vous allez trouver la loi qui émane d'un corps constituant, ça veut dire le pouvoir législatif, d'accord? Et dans la marche inférieure de la loi, il va y avoir les règlements. Et donc, ces règlements, automatiquement, ils vont être conformes à quoi? Eh bien, à la loi, puisque la loi d'emblée, elle est conforme à la Constitution. Eh bien, cette conformité du règlement par rapport à la loi, il a aussi un contrôle. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la théorie de la séparation des pouvoirs, il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut que l'un contrôle l'autre. Il faut qu'il y ait la séparation, mais des contrôles. Eh bien, le règlement sera conforme à quoi? À la loi. Comment? Eh bien, par un certain nombre de mécanismes juridiques. C'est ce qu'on appelle non pas le contrôle de la constitutionnalité de la loi par rapport à la Constitution, mais cette fois-ci par le contrôle de la légalité du règlement par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Le contrôle de la légalité, donc, ce n'est pas le contrôle de la constitutionnalité. Le contrôle de la légalité, c'est juste un contrôle qui consiste à dire, le texte que le ministre va faire sortir, est-ce qu'il est légal ou pas? Si un ministre de la pêche, par exemple, va faire sortir un texte concernant le secteur de la pêche, et il va faire sortir un texte qui dit que les pêcheurs de moins de 18 ans ne peuvent pas aller en mer. Ben, ce texte, déjà, il est en contradiction avec la loi, puisque la loi vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour tel secteur et qu'il n'y a pas de raison que les pêcheurs qui ont moins de 18 ans ne sortent pas en mer. Parce que si je vais dans la Constitution, je vais trouver qu'il y a quelque part un texte qui protège justement les libertés et ils ne disent pas que pour la pêche, ils disent pour le mariage, il y a une minorité, une majorité. Pour le commerce, il y a une minorité, une majorité, ok? Mais pour les pêcheurs, le secteur de la pêche, il n'y a pas d'âge qui sanctionne justement les pêcheurs. Et par conséquent, je peux dire qu'effectivement, ce texte, il est anticonstitutionnel. Mais pour que je puisse le dire, il faut que je dise, eh bien, ce texte n'est pas conforme à la loi. Eh bien, les règlements, le champ d'action du gouvernement, donc ce sont les règlements, ils sont prévus par l'article 77 de la Constitution. Ça veut dire qu'on dit que tout texte qui ne rentre pas dans le champ du Parlement relève du pouvoir réglementaire. Et le règlement, il est assez important puisque ce contrôle de la légalité des règlements consiste à dire quoi? Il faut que je vérifie que le texte est conforme à quoi? À la Constitution. Et donc, ce contrôle de la légalité, il est beaucoup plus, si vous voulez, présent pour garantir l'arbitraire du pouvoir exécutif. Non, je vous ai donné un exemple de la pêche, mais en fait, il faut regarder ça. Quand on part du règlement, je suis dans les actes de l'administration. C'est comme si je vous dis, par exemple, un chef de service va prendre une décision pour vous mettre à la porte alors que la décision, elle était illégale. Parce que si vous me mettez à la porte, la loi me protège par un droit de travail, la loi me protège par des préavis, la loi me protège par la démission, par la révocation. La loi me protège. Donc, le texte que vous êtes en train de prendre, il est anticonstitutionnel. Et donc,
c'est une matière qui est enseignée en S5 en droit public, que je coiffe moi-même, qu'on appelle, en S6 aussi, qu'on appelle le contentieux administratif. Ça veut dire que tout ce qui est problème avec l'administration, quand on parle de contrôle de la légalité des règlements, nous sommes dans ce que nous appelons des recours pour excès de pouvoir. Ça veut dire qu'un particulier a la possibilité, d'accord, d'aller se plaindre devant des juridictions administratives d'un texte qui a été pris contraire à la loi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des règlements. Le contrôle de la légalité des règlements, il est rentré chez nous au Maroc. Je ne vais pas vous faire le cours d'un contentieux administratif alors que vous êtes en première année, mais c'est juste que pour que vous puissiez garder en tête qu'il y a deux manières de contrecarrer, d'annuler une décision, un acte administratif, une décision administrative, d'accord? Parce qu'elle est illégale, elle est contraire à la loi, d'accord? Soit par ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir, soit par ce qu'on appelle le recours en annulation, d'accord? Ce sont deux mécanismes juridiques qui sont là chez nous au Maroc, qu'on a importé du droit français, notamment à partir des années 57. Vous devinez bien que c'est là où le protectorat est parti et où on a proclamé l'indépendance du Maroc. Et donc, ce sont des décisions qu'on peut remettre en cause, d'accord, parce qu'on les considère comme anti-réglementaires ou illégales plutôt. C'est pour ça qu'on parle d'un contrôle de la légalité. Le contrôle de la légalité des règlements. Alors, ce contrôle de la légalité, ce sont des contrôles qui se font aujourd'hui devant les tribunaux administratifs. Dans les tribunaux administratifs, ce sont des juridictions qui sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs. Mais vous aurez l'occasion d'étudier cela plus tard. La question que l'on se pose, si la loi peut être conforme à la Constitution et si le règlement doit être conforme à la loi, qui doit contrôler les dahir? Est-ce que le dahir n'est pas considéré comme un acte administratif et ne doit-il pas aussi être contrôlé au même titre pour savoir est-ce que le dahir peut être contrôlé? Tout à l'heure, je vous ai dit que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de contrôler. Le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, n'a pas le droit de contrôler les dahir. Et également, dans les règlements, on se dit, mais puisque le roi, on le met dans l'enveloppe, si vous voulez, du pouvoir exécutif, et non pas le législatif, parce que c'est le roi qui nomme, d'accord, et qui démet des fonctions, un certain nombre des membres du pouvoir exécutif, est-ce que le roi, est-ce qu'on peut contrôler son dahir? Est-ce que le dahir ne doit-il pas faire l'objet, en tant qu'acte administratif, d'un contrôle juridictionnel? Eh bien, la question, elle a été posée et il y a eu des points de vue qui ont été dégagés par des juristes, d'abord européens et puis marocains. Alors, quelle est la position, si vous voulez, des juristes européens, notamment certains juristes du CROU, Michel Rousset, ils ont confirmé le fait de dire que il faut prendre en considération la nature et le contenu de la décision royale. Ça veut dire que à chaque fois que le monarque, que le roi agit en tant qu'autorité administrative, on pourrait dire qu'on peut contrôler sa décision. Ça, c'est la décision européenne, si vous voulez, c'est le point de vue européen. Ça veut dire qu'on ne regarde pas le personnage du roi, mais on va regarder beaucoup plus le contenu de la décision qui a été prise. D'accord? Quand un roi nomme une autorité, par exemple, eh bien, il faut absolument que cette autorité en prend en considération le contenu de la décision. Est-ce que c'est une nomination? Est-ce que c'est une révocation? Est-ce que c'est une… Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, la personne peut-elle faire l'objet, cette personne qui a subi cette décision, est-ce qu'elle peut faire l'objet d'un contrôle de la légalité d'un acte qui émane d'un roi? Alors ça, c'est la version, si vous voulez, des juristes européens et qui s'inspire de ce qui se passe en France, puisqu'on dit que le recours pour excès de pouvoir, il est opposable à n'importe quel autre, il est ouvert à n'importe quelle autre autorité administrative. Et pour les Européens, le roi est considéré comme une autorité administrative. Alors, il y a eu une affaire au Maroc dans les années 60 par un arrêt très connu. C'est de la jurisprudence, d'accord? C'est la jurisprudence d'une affaire très connue d'un ancien qadi qui s'appelait Ronda, Hamid Ronda. Monsieur Hamid Ronda al-Qadi, il a été suspendu de ses fonctions par Dahir. Et donc, puisqu'il a été suspendu par ses fonctions par Dahir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la Cour suprême à l'époque, parce que n'oubliez pas que le Maroc s'est doté de la Cour suprême en 1957. Donc, et en 1957, l'affaire est arrivée en 1960. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bah, puisque c'est comme ça, moi, je vais saisir la Cour suprême pour cette décision royale qui a été pour moi injuste puisqu'il a été révoqué, d'accord? Non pas par un Dahir, mais il a été révoqué par une délégation de pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Moi, j'ai été nommé par Dahir, d'accord? Et je ne peux être démis de mes fonctions que par Dahir. Et donc, et non pas par délégation de pouvoir. Et donc, M. Hamid Ronda se présente donc devant la Cour suprême pour annuler cette décision qui pour lui était injuste et illégale, puisqu'il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Ça veut dire que vous avez été nommé par Dahir, vous êtes obligé d'être révoqué par Dahir. Vous avez été nommé par arrêté, donc vous allez être et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. M. Hamid Ronda s'est vu donc il s'est vu donc refuser, et donc la Cour suprême, elle a refusé, donc elle s'est déclarée incompétente, le terme exact, elle s'est déclarée incompétente devant le recours de ce célèbre qadi, sur la base que le roi, s'il exerce des compétences de nature réglementaire, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la Constitution des dispositions qui le qualifient d'autorité administrative. Et par conséquent, il n'est pas considéré comme une autorité administrative dans la Constitution, et donc il n'y aura jamais de contrôle sur les décisions qui émaneront du roi par Dahir ou par délégation de pouvoir. Que le roi délègue un de ses pouvoirs ou que c'est lui-même qui prend la décision, toutes les décisions qui relèvent du roi, le roi n'est pas considéré comme une autorité administrative, à l'instar de ce que les Européens imaginent, parce que comme ils n'ont pas de royauté et c'est des républiques en France, donc pour eux, même le président est une autorité administrative, et bien chez nous au Maroc, le roi n'est pas considéré comme une autorité administrative, mais dans la Constitution, il est considéré comme Emir Mo'minin, chef de la communauté et chef de la nation. Donc, en aucun moment, on ne qualifie le roi d'autorité administrative. Par conséquent, toutes les décisions qu'il prendra seront insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que les décisions du roi sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, parce que la décision qu'il prend relève du règlement et par conséquent, ce sont des décisions administratives et donc on peut les contrôler au même titre, comme si on contrôlait par exemple un ministre ou un chef de gouvernement ou un premier ministre ou n'importe quelle autorité administrative. Le roi, il sort du lot, si vous voulez, de ces autorités et par conséquent, toutes les décisions qu'il prendra, ils sont insusceptibles de contrôle. Donc, on ne peut pas contrôler les Dahir. Donc, plus tard, dans les années 70, la Cour suprême a reconfirmé et a réaffirmé le point de vue parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts qui se sont déroulés par la suite pour annuler les décisions et à chaque fois, on dit, les tribunaux
impossible de contrôler les décisions qui émanent du roi. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire un recours, ce qu'on appelle le recours gracieux. Ça veut dire, certains demander au roi par un certain nombre de choses pour ne pas, pour revenir sur la décision, mais en aucun moment on ne peut contrôler les décisions du roi. Donc, voilà, si vous voulez, la distinction qui est fondamentale d'abord entre le domaine réservé au Parlement et le domaine qui est réservé au gouvernement, en gardant en tête que tout ce qui n'est pas prévu par la Constitution relève du gouvernement. La Constitution, le législateur, il a ses propres domaines, il ne peut dans le Parlement, il faut qu'il intervienne dans ces domaines qui sont précisés par la Constitution. La dernière fois, je vous ai dit qu'il pourrait y avoir, et là je me rappelle, je l'avais dit, qu'il pourrait y avoir comment dire, le gouvernement, il peut empiéter, si vous voulez, rentrer dans le domaine de jeu du Parlement, mais en vertu d'une loi que nous appelons la loi d'habilitation. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ça dans votre cours du droit constitutionnel. Donc, cette loi d'habilitation qui autorise, si vous voulez, le gouvernement, pendant les vacances du Parlement, à prendre une certaine décision assez particulière, d'accord, et pour un objet particulier et pour un délai particulier et très très court. C'est ce qu'on appelle la loi d'habilitation. En dehors de cela, à chaque fois que le gouvernement prend une décision ou à chaque fois que le Parlement prend une décision qui ne relève pas des domaines des uns et des autres, c'est ce qu'on appelle de l'irrecevabilité. Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition qui ne rentrera pas dans le domaine de la loi. Donc voilà, l'irrecevabilité, c'est une technique juridique qui permet de dire stop, vous n'avez pas le droit de rentrer dans mon domaine et vice-versa. Donc, séparation des pouvoirs, identification des compétences, des domaines d'application, contrôle, justement, la hiérarchie de la norme juridique, ça veut dire la Constitution, la loi et le règlement. Et à chaque niveau, il faut que ce soit légal, constitutionnel, pour que je puisse dire que nous sommes devant une démocratie et un principe de la séparation des pouvoirs. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce niveau ? Parce que là, je vous vois nombreux à participer à ce cours. Y a-t-il des questions que vous ne comprenez pas? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus. Maintenant que nous avons fait la séparation entre le Parlement et le gouvernement, et on a compris que chacun doit jouer dans son jeu, dans son terrain de jeu, c'est très important en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Et maintenant qu'on a vu que les sources les plus importantes, ce sont les sources écrites, ça veut dire la loi et le règlement, là, nous allons parler maintenant de la loi en général. Maintenant, quand je vais parler de la loi, c'est la loi plus règlement, hein, avec un grand L. La loi et le règlement, donc c'est la grande loi, c'est la règle de droit. Nous sommes toujours, encore une fois, toujours dans le droit objectif. La dernière fois, je vous ai dit que c'est le droit objectif qui pose beaucoup plus de problèmes que le droit subjectif. Il est beaucoup plus problème parce que nous sommes en train de chercher la source de cette loi, de cette règle de droit, pourquoi elle doit s'imposer d'une manière sacrée. Et la dernière fois, je vous ai dit que la règle de droit, son but, c'est de faire régner l'ordre. Et si elle doit faire régner de l'ordre, ça veut dire que c'est une norme. La loi, la règle de droit, elle est normative. Le droit, il est normatif. Ça veut dire, il ne se contente pas de la description, mais il se contente de la prescription. C'est très important. Le droit ne se décrit pas, mais il doit commander, il doit élaborer. On ne vous demande pas, s'il vous plaît, faites ça, mais il vous est permis de faire ceci et il vous est interdit de faire cela. Donc, c'est ça la norme. Et je vous ai dit que la règle de droit, encore une fois, elle est générale, puisqu'elle doit s'appliquer à tout le monde. Et la loi, la Constitution vous dit que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, nous sommes tous égaux juridiquement devant la loi. Donc, elle est impersonnelle. Et enfin, la loi, elle est coercitive.
parce qu'elle est obligatoire, d'accord? C'est de la prescription, elle est obligatoire, et toute violation, encore une fois, fait l'objet de sanctions. Donc, elle a une force, si vous voulez, contraignante. Et je vous ai dit la dernière fois que cette force contraignante s'appuie, elle est arc-boutée par des sanctions. Parce que s'il n'y avait pas des sanctions, on va verser dans la coutume, dans les traditions, dans la morale, dans la religion. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la loi avec sa force exécutoire et obligatoire et avec des sanctions. Et toujours, j'insiste toujours de vous dire que s'il n'y avait pas ces sanctions, je ne serais pas retrouvée devant une loi. D'accord? Je me serais trouvée devant autre chose que la loi. Parce que la sanction de la loi, elle est… Alors, qu'est-ce que vous entendez par la loi d'habilitation? Alors, d'habilitation avec un H, habiliter quelqu'un, c'est donner, lui porter un costume, d'accord? Je l'habilite, je lui donne le pouvoir, d'accord, de participer à quelque chose, mais après, je vais le lui enlever. Est-ce que vous comprenez? Je suis professeur, maintenant, je suis habilité à vous faire des cours. Quelqu'un d'autre ne serait pas habilité à vous faire un cours. Si une personne viendrait vous faire un cours alors qu'elle n'est pas professeur de droit, si c'est un professeur des sciences qui viendra vous faire un cours de droit, d'abord, un, je vais m'arracher les cheveux. Et deux, ce n'est pas une délégation, c'est une habilitation par la loi. Ça veut dire que je vous donne l'autorisation d'intervenir pour un objectif fixé et pour une durée limitée, d'intervenir dans mon terrain. Si vous dépassez le délai, si vous ne faites pas ce que je vous dis, là, vous n'êtes plus habilité. Là, je vais opposer l'irrecevabilité. D'accord? C'est ça l'habilitation. Le Parlement habilite le gouvernement. Et le gouvernement, des fois, donne. Ce n'est pas une délégation. La délégation, ça veut dire que je vous délègue de faire quelque chose. Ok? On pourrait dire une délégation, mais en droit constitutionnel, ce n'est pas la délégation. C'est une habilitation. Je vous habilite. D'accord? Et cette habilitation, elle est constitutionnelle. La délégation, elle peut être conventionnelle. C'est ça la différence. La délégation, c'est une convention. Je vais faire avec vous un mandat pour vous donner une délégation de pouvoir qu'on va signer tous les deux. Alors que l'habilitation, elle est institutionnelle. C'est la Constitution qui la prévoit. Je n'ai pas besoin de vous faire une convention là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Hein? Bon, alors, une fois qu'on a brossé, si vous voulez, cette règle de droit et de dire qu'elle est normative, générale, coercitive, on va se poser la deuxième question, et ça va être le deuxième point de notre programme. D'où elle tire? D'où elle tire cette force obligatoire? D'où elle tire cette force coercitive de dire qu'elle a une force contraignante? D'où elle tire cette force qui dit que si je ne fais pas, si je ne suis pas cette règle de droit, je vais être sanctionné. Et les sanctions, on les a vues, et qui commencent du pénal et qui vont jusqu'au administratif. Le fait de dire je vais être sanctionné pénalement, civilement, administrativement, par la discipline, par des blâmes, par des dommages-intérêts, par une peine d'emprisonnement aussi, c'est le pénal. Donc je me dis, mais finalement, pourquoi cette règle, elle est comme ça, puisque le législateur lui a donné, si vous voulez, ce caractère de coercitive, d'exécutoire, de contrainte, d'obligatoire, de sanctionnatrice. Pourquoi elle est comme ça, cette règle de droit? Eh bien, elle est comme ça parce que cette règle de droit, nous allons voir maintenant comment elle va se former, comment elle va se faire, comment elle va se transformer, cette règle de droit. La dernière fois, je vous ai dit que la règle de droit, c'est quelque chose qui démarre d'une idée, mais ce n'est pas une idée, c'est une norme normative. Le législateur, déjà, il l'a imposée. Et s'il la impose, c'est parce que cette règle de droit, avant qu'elle ne sorte chez nous, il faut qu'elle rentre dans un processus juridique, avant qu'elle ne soit publiée et qu'avant que nous la connaissions
pour la respecter. Et si jamais on ne la respecte pas, nous risquons d'être sanctionnés, c'est parce qu'avant, il y avait un travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Si moi, aujourd'hui, je suis devant vous à vous donner un cours en droit pour les premières années, c'est parce que je ne suis pas née en ayant du droit dans ma tête. C'est un long processus de travail, d'apprentissage, de soirées où je passais mes nuits à apprendre, à comprendre. Donc, voyez bien que ce sont des choses, rien ne se fait comme ça, rien ne se donne gratuitement. C'est toujours le prix d'un labeur, d'un travail, d'un effort qui, par la suite, donnera ses résultats. Donc, le travail, le labeur, le processus juridique, nous allons le voir aujourd'hui. En quoi consiste ce labeur? Eh bien, ce labeur, il va rentrer par ce qu'on appelle l'entrée en vigueur. Ça veut dire comment la loi va prendre naissance, comment elle va se prolonger dans le temps et comment elle va aussi mourir. Elle va partir puisqu'il peut-être il va y avoir une autre loi qui va arriver. Eh bien, dans le cadre de ce point, il y a 4 moments qui sont très importants. Il y a ce qu'on appelle d'abord 2 grands moments. C'est l'entrée en vigueur d'une loi. Comment une loi va rentrer dans la machine pour que le législateur arrive à la pondre. Et puis, comment cette loi, quelque part dans le temps, elle va disparaître. C'est ce qu'on appelle l'abrogation de la loi. Eh bien, ces 2 moments qui sont importants, ils sont également marqués par des petits moments que nous appelons la publication, la promulgation. Donc, si je dis que aujourd'hui, je me pose la question, je me dis oui, mais comment est-ce que la loi est élaborée? Comment la loi, elle prend naissance? Donc, et qui prend l'initiative de la loi? Et comment cette loi, elle est votée? Et quand est-ce qu'elle prend naissance? À quel moment? Et quand est-ce qu'elle va décéder? Alors, dans un premier temps, déjà, pour qu'on soit bien dans notre cours, à chaque fois que le Premier ministre, qu'on appelle aujourd'hui le chef du gouvernement, prend l'initiative d'une loi, on appelle ça un projet de loi. Si ce sont les membres du Parlement qui décident de prendre des décisions, des initiatives, on appelle ça des propositions de loi. Donc, projet de loi et proposition de loi. Quand c'est le gouvernement qui prend, c'est des projets de loi. Quand c'est le Parlement qui décide, les membres du Parlement, c'est la proposition de loi. Alors, la question que l'on se pose, finalement, quand je fais des propositions de loi, il faut que je demande également une discussion. Il faut que cette loi soit votée. Donc, c'est ce qu'on appelle la navette. Donc, c'est pour ça que les lois tardent, parce qu'il y a tout un schéma qui se fait, d'accord, pour qu'on puisse adopter une loi. Je ne suis pas d'accord sur tel article, on revient sur les autres articles. Il y a des commissions internes à l'intérieur du Parlement qui se discutent. Non, ce point, il n'est pas important. Ce point, il n'est pas bien. Regardez, quand le ministre, maintenant, quand les finances aujourd'hui essayent de prendre une décision concernant le secteur financier, eh bien, le Parlement, il doit avoir son mot à dire là-dedans. Attention, vous êtes en train de toucher les salaires des fonctionnaires. Attention, c'est pour parer à la pandémie. Il faut faire une caisse nationale. Attention, il faut qu'on regarde ça, et ainsi de suite. Donc, la loi, ça se discute. Ça se discute. D'accord? Ça se discute, et puis à la fin, on va arrêter. C'est ce qu'on appelle le système des navettes pour dire oui, ok, on est d'accord. Tel point, il est important, tel point, on va le discuter, etc., jusqu'à ce qu'on va sortir cette loi. Donc, cette proposition ou ce projet de loi, d'accord, surtout le projet de loi, on va le discuter dans le conseil de gouvernement. Attention, regardez un peu ce qui se passe. Il faut suivre un peu la presse et la télévision pour regarder que à chaque fois que le gouvernement s'est réuni, c'est pour pouvoir discuter leur projet de loi. Qu'est-ce qu'on va donner au Parlement? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Parce que, in fine, il y a une loi qui va sortir. Donc, il va falloir
qu'on discute les points, pour qu'on dise oui, on est d'accord, maintenant le bébé il est fait, on va le donner maintenant au Parlement pour qu'il le voit aussi, pour qu'il avalise aussi ces points et pour qu'on le fasse sortir sous forme de loi. Mais c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi ce n'est pas si simple? Parce que si il existe des formalités qui sont des formalités qui sont légales et qui sont prévues par la Constitution pour qu'une loi, quand elle sorte, pour qu'elle puisse atterrir chez nous, pour qu'on la sache, il faut qu'il y ait un processus juridique. Donc, ce sont des formalités qui marquent, si vous voulez, la naissance de la loi, et des formalités qui vont marquer également le décès de la loi. La naissance de la loi, c'est ce qu'on appelle l'entrée en vigueur. Et qu'est-ce que c'est que l'entrée en vigueur de la loi? C'est cette entrée en vigueur de la loi, ça veut dire qu'elle va être marquée par ce que nous appelons la promulgation. Pourquoi la promulgation? Parce que c'est à partir de la promulgation qu'on va essayer de dire que la loi va prendre, enfin, elle aura une force. Parce que la règle de droit, puisqu'elle est obligatoire et que les organes de l'État, tout le monde, les particuliers, les organes de l'État, tout le monde doit s'y soumettre. Et je vous renvoie à l'article 4 de la Constitution qui dit que la loi, expression suprême de la volonté de la nation, tous sont tenus de s'y soumettre. D'accord? La loi n'a pas d'effet rétroactif. Cet article il est très important au niveau justement de cette naissance et de cette promulgation de la loi. Alors, la première question que l'on se pose, qu'est-ce que c'est que la promulgation? Qu'est-ce qu'on entend par la promulgation? Eh bien, la promulgation, c'est le fait de dire, je vais marquer la naissance de la loi. Elle n'est pas encore née, mais elle est en train de naître. La promulgation, c'est un acte par lequel Sa Majesté le roi, c'est pas n'importe qui doit marquer la promulgation de la loi. Sa Majesté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attester, certifier, cautionner, il va attester l'existence et la régularité de la loi par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la Constitution. Ça veut dire que avant qu'elle n'arrive, pour qu'elle soit promulguée, il faut que cette loi, cette règle de droit, qui n'est pas encore une loi, cette règle de droit, il faut qu'elle soit vérifiée. Mais alors, vérifiée par rapport à la Constitution. Est-ce qu'on est bien dans la norme constitutionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous est échappé? Et là, il faut absolument veiller dans le Conseil, dans la Cour constitutionnelle, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, sa composition, président de la Chambre des conseillers, président de la Chambre des représentants, trois présidents, nommer trois personnes, plus les 6 personnes qui sont nommées par Sa Majesté, tout ce monde-là, ils sont 12, tout ce monde-là doit vérifier, trier, bien regarder, d'accord, à la loupe s'il le faut, est-ce que la loi qui va sortir, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Et là, dans les années, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que c'était dans les 2001-2003, il y avait un projet de loi du gouvernement qui allait sortir sous forme de loi, donc il a été discuté, rediscuté, et finalement, il est parti pour le contrôle constitutionnel. Et c'était quoi ce projet de loi? Parce que le gouvernement a estimé que sur les balcons de Casablanca, il y avait ces espèces de paraboles qu'on mettait partout sur les balcons et ça défigurait, si vous voulez, l'esthétique et le design des immeubles et ça les rendait un peu laids. Et donc, par conséquent, ils ont voulu faire sortir un projet de loi en disant que tous ceux qui mettent des paraboles sur leur balcon seront soumis à une taxe. Regardez la décision comme elle est. Donc, si cette loi était sortie, effectivement, elle serait une loi. Vous ne payez pas une taxe, vous allez avoir des problèmes de sanctions, des pénalités de retard, etc., etc. Et comme ce sont les impôts en plus, donc ça va être très difficile. Et vous savez que les créances publiques, c'est assez sérieux. Et donc, cette loi,
ce projet de loi, il était en train d'être concocté, si vous voulez, pour qu'il soit sous forme de loi imposable et opposable au tiers, avec des sanctions. Mais quand il est monté au Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, ils se sont dit, attendez, là, vous êtes en train de heurter une liberté individuelle. Les gens, quand ils mettent ces paraboles, ils ne les mettent pas sur un trottoir ou un domaine public de l'État. Ils les mettent dans leur balcon. Le balcon est considéré comme une propriété privée. Donc vous êtes en train de toucher, de violer un principe constitutionnel garanti par la Constitution, à savoir la propriété privée. La propriété privée, elle est garantie par la Constitution. Donc vous n'avez pas le droit de violer cette liberté de la propriété privée. Et donc le Conseil constitutionnel n'a pas, si vous voulez, il a considéré que ce projet était inconstitutionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que ce texte irait sur le bureau de Sa Majesté pour être promulgué, et on va dire, attention Sa Majesté, ce texte que vous êtes en train de promulguer, il est anticonstitutionnel. J'aimerais pas être à la place de cette personne le jour, si jamais un jour, elle venait d'annoncer cette décision devant le roi. Donc, acte par lequel la promulgation, donc je disais que c'était un acte par lequel Sa Majesté le roi atteste l'existence et la régularité de la loi par rapport à la Constitution. Il ne leur pose pas la question pour savoir est-ce que vous avez bien vérifié ou pas, puisque pour lui, vous êtes censé déjà contrôler auparavant ce texte. Donc, cette promulgation, c'est comme un ordre de publication. C'est comme si, en fait, il ordonne, il adresse un ordre d'exécution à ces sujets. Le roi promulgue la loi en vertu de l'article 50 de la Constitution. Vous voyez bien que c'est un principe qu'on ne peut pas toucher. C'est le roi qui promulgue la loi. Et quand je dis la loi, maintenant, c'est loi, soit projet, soit proposition. Hein, la loi avec un grand L. Donc, le roi promulgue la loi en vertu de l'article 50 de la Constitution de 2011. Donc, c'est le souverain, encore une fois, qui donne naissance à la loi, qui est votée, cette fois-ci par le Parlement. Elle a déjà été votée, il faut juste qu'on la promulgue pour qu'elle soit, si vous voulez, opposable et exécutoire vis-à-vis des tiers. Eh bien, cette formalité de la promulgation, elle se propose d'atteindre, si vous voulez, deux objectifs. D'abord, cette promulgation, elle est très importante puisque la Constitution estime qu'il faut compter un délai de rigueur fixé de 30 jours par la Constitution. Ça veut dire que le Parlement, il a un délai de 1 mois pour voter régulièrement et contrôler cette règle de droit vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas rester trop longtemps. Il a un délai de rigueur. Si le roi a décidé, si la Constitution a décidé de donner au roi, en vertu de l'article 50, ce pouvoir de la promulgation, cette formalité se propose d'atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est des délais de rigueur fixés par la Constitution de 30 jours, à 30 jours. Que cette loi elle a été régulièrement votée par le Parlement. Deuxième objectif, il faut que quand telle loi elle est promulguée, il faut tout de suite qu'elle soit exécutée, afin d'ordonner donc, deuxième objectif, c'est l'exécution de cette loi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que élaborer une loi selon la procédure parlementaire, vous allez peut-être étudier cela en droit constitutionnel, puisque, comme je vous ai dit la dernière fois, le Parlement marocain, il est bicéphale, ça veut dire qu'il y a la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, d'accord? Il y a des commissions à l'intérieur de chaque chambre qui étudient et qui discutent et qui rejettent et qui font les dépôts et qui modifient. Et donc, pour que les citoyens, quand ils auront cette loi, elle sera assez suffisante, et pour la faire la connaître du public, et on se pose la question, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, parce que nous sommes dans la promulgation, est-ce que cette procédure, elle est
suffisante en se disant, bah, ça y est, la loi, elle est sortie. Maintenant, on ne peut plus dire que les personnes ne sont pas au courant que cette loi, elle est sortie. Eh bien non, il faut que les particuliers connaissent cette loi une fois promulguée par Sa Majesté, qui atteste, encore une fois, sa régularité et sa légalité par rapport à la Constitution. Mais le travail, il est à mi-chemin fait. Il n'est pas tout fait parce que il ne faut pas non plus se contenter de dire que le roi promulgue la loi, que le roi promulgue un texte légal qui est la règle de droit et par la suite, ça y est, on va tous rentrer dormir. Non, il faut que ce texte nous arrive, nous, en tant que sujet, en tant que citoyen, en tant que tiers, pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Eh bien, c'est grâce à la publication, d'accord? Cette deuxième formalité, après la promulgation, c'est cette publication qui va nous permettre de connaître que cette loi, elle est sortie. Eh bien, la publication constitue, si vous voulez, une deuxième condition nécessaire pour qu'une loi ou un règlement devienne obligatoire. D'accord? Et quand on dit qu'une loi et un règlement deviennent obligatoires, cela veut dire tout simplement il faut qu'il soit opposable, ça veut dire il faut qu'il soit exécutoire. Donc, c'est la publication, si vous voulez, qui va donner effet aux actes. On dit que la publication donne effet aux actes. L'acte, c'était la règle de droit, elle a été promulguée, d'accord? Et c'est la publication qui va lui donner cet effet, d'accord? Obligatoire pour que tout le monde soit au courant que cette loi, elle est là. Parce que l'adage de dire nul n'est censé ignorer la loi, il faut que les particuliers connaissent, encore une fois, les textes législatifs et réglementaires qui existent pour que je puisse dire je suis au courant. D'accord? Maintenant, je ne peux pas dire ah, mais moi je ne savais pas. Non, vous êtes obligé de le savoir. Et comment vous allez le savoir si ce n'est pas la publication? La question qui se pose, c'est le temps. Le problème, il est d'ordre temporel. On se dit à quel moment je suis censé connaître cette loi? Est-ce que je suis censé connaître cette loi le jour même où cette publication elle est faite, ou est-ce que le législateur m'a donné un délai pour que je sois au courant? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont dans le sud, il y a des gens qui sont un peu aux confins du Maroc, du territoire, qui peut-être n'ont pas les moyens de connaître que telle loi. D'accord? Donc la publication pose un problème. Et ce problème, il est assez grave. Parce que pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut que je leur donne un délai ou est-ce que je ne leur donne pas un délai? Ça, c'est le législateur qui réfléchit comme ça. Alors, la publication, en principe, il faut qu'elle soit publiée. L'information, la règle de droit, il faut qu'elle soit publiée. Elle est publiée dans où? Eh bien, il faut qu'elle soit publiée dans le bulletin officiel du Royaume du Maroc. Le bulletin officiel, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit publiée en deux langues. Il y a l'arabe et le français. S'il y a une incompréhension, et là je pèse bien mes mots, s'il y a une incompréhension entre l'arabe et le français, eh bien c'est l'arabe en tant que langue officielle, d'accord, qui doit l'importer. Alors, actuellement, notre bulletin officiel, en fait, il comprend 3 éditions en langue arabe et une édition de traduction officielle. Et donc, il y a aussi de la mazir aussi là-dedans. Donc, les textes sont traduits. Je ne sais pas si vraiment c'est traduit en amazigh ou pas, mais je sais qu'en anglais, en français et en arabe, il y a la traduction. Et si jamais il y a une difficulté entre les deux textes, encore une fois, c'est le texte arabe qui doit faire foi en tant que langue officielle. Alors, quels sont, si vous voulez, pour répondre à la question de ce temps, et que le problème il est encore une fois en termes temporels, quels sont, si vous voulez, les procédés de publication? Eh bien, il y a 2 procédés de publication. Il y a ce qu'on appelle le normal et l'exceptionnel. Voilà. Ça veut dire que quand le texte il va sortir en période normale, c'est-à-dire que le bulletin officiel, c'est bon, il est sorti dans la presse,
on est au courant de ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle à quel moment à quel moment je dois dire est-ce que je suis au courant? Ça veut dire, y a-t-il un délai à courir? Est-ce qu'il faut laisser, voilà, est-ce qu'il faut laisser aux citoyens un délai à courir pour qu'ils puissent être au courant de la décision? Eh bien, en France, le jour J, quand le texte il sort, il est publié au journal officiel, parce que là-bas on ne parle pas de bulletin, mais on parle du journal officiel, eh bien, on leur donne un jour franc. Ça veut dire le premier jour, on ne le compte pas. D'accord? On ne le compte pas. On ne compte que le lendemain. Ça veut dire que le jour franc, un jour franc. C'est-à-dire que le jour d'apparition de la loi, on ne la compte pas. On ne compte pas. Il ne fait pas partie du calendrier. La question que l'on se pose chez nous au Maroc, eh bien chez nous, il n'y a pas de jour franc. Je vous vois sourire, il n'y a pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que le législateur estime que le jour, là où il sort, c'est là où il doit s'appliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai de parution qui doit compter un jour franc. Ça n'existe pas. Le jour même, d'accord, dans l'ensemble du pays, d'accord, le texte rentre en vigueur. Donc, il devient exécutoire sans qu'il y ait de délai. Donc, voilà ce qui se passe en principe au Maroc par rapport à la publication. Le deuxième problème qui arrive au niveau de la publication, ce sont les erreurs. Encore une fois, les erreurs. Les erreurs, il peut y avoir des erreurs. Les erreurs sont très importantes. Les erreurs, je crois que je les ai bien expliquées dans la règle de droit par mon enregistrement du cours en amphi que vous avez eu. Les erreurs, ça pose un problème parce que les erreurs, ce qu'on appelle, quelle est la valeur juridique de ces erreurs, quelle est ces rectifications, est-ce qu'on peut librement les transformer, est-ce qu'on peut librement les rectifier ou est-ce qu'il y a une procédure à faire? N'oubliez pas que nous sommes en train de vouloir élaborer une règle de droit qui va être exécutoire. Donc, toute erreur est impardonnable dans cette règle de droit. Ces erreurs, des fois, elles peuvent modifier la volonté du législateur. C'est des erreurs qui sont graves et des erreurs qui peuvent uniquement porter sur quelque chose qui ne modifie pas, qui n'est pas une erreur profonde, d'accord, mais uniquement matérielle, d'incompréhension. L'erreur d'incompréhension ou l'erreur qui modifie substantiellement la volonté du législateur, ce sont des erreurs qui sont très très graves. Parce que pourquoi? Parce que les erreurs, le législateur n'a pas le droit, d'accord, à l'erreur. Et si jamais il y a une loi qui sort et il l'a bien faite, bien ficelée, et qu'au moment de la publication, il y a une frappe, il y a une erreur de frappe, ce n'est pas la même chose quand il y a une modification de la volonté de législateur. Alors, ces problèmes d'erreur, c'est ce qu'on appelle les errata et les erratums. Alors, on dit un erratum, c'est quand il y a une seule erreur, et des errata quand il y a plusieurs erreurs. Les errata, elle est d'origine latine, c'est le latin, mais c'est comme ça, c'est resté comme ça. Donc, vous voyez bien que des fois dans la presse, vous voyez erratum, errata, donc regardez, ce sont des erreurs qui arrivent. Eh bien, lorsqu'un texte officiel ne soit pas tout à fait, conforme à la loi qui a été votée, soit du Parlement, soit du gouvernement, ce sont des anomalies. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer soit d'insérer. Est-ce que le Parlement va insérer? Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque on va regarder la valeur juridique de ces erreurs, lorsque le rectificatif ou l'erratum modifie la volonté réelle du législateur, et il va changer carrément le sens, si vous voulez, de la loi ou le règlement, eh bien, ils sont très dangereux et il faut donc observer la procédure, ce que nous appelons une autre procédure, et revenir à la case de départ. Ça veut dire que je vais faire la même chose comme si c'était une nouvelle loi qui va sortir. Ça veut dire que je vais laisser de côté, annuler et revenir à la case de départ. C'est ce qu'on appelle le parallélisme
d'efforts. Ils sont très dangereux parce qu'on n'a pas le droit de les rectifier au fur et à mesure de ces règles, parce que n'oubliez pas que cette loi, elle va sortir, et si jamais on se rend compte qu'il y a une erreur, entre le moment où elle est sortie et au moment où on va se rendre, il y a des gens qui ont peut-être exécuté cette loi. Et donc, et si jamais ils sont exécutés cette loi, ils sont condamnés, et alors que la nouvelle loi, elle est sortie avec pas du tout de cette erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit que la loi n'a pas d'effet rétroactif, donc la nouvelle loi, elle va régir une situation qui est dans le passé. Et ça, c'est très dangereux pour la stabilité et pour l'ordonnancement juridique d'une loi. Donc, on n'a pas intérêt à ce que ces rectificatifs qui modifient la volonté du législateur soient rectifiés d'une manière, j'allais dire, exotique ou artisanale. Il faut absolument que, et d'ailleurs la jurisprudence, elle fait cette distinction entre le rectificatif qui modifie la volonté réelle du législateur et le rectificatif qui n'a pour but que de corriger, par exemple, une erreur, et donc, et qui ne modifie en rien la force obligatoire de la loi. Donc c'est très important ces erreurs, il ne faut pas les sous-estimer, parce que si c'est quelque chose qui est légère, on peut adjoindre des annexes dans cette erreur pour dire qu'en telle page 2, il faut lire ceci et pas cela. Ça, c'est rien du tout. Mais lorsqu'il s'agit d'une erreur profonde, là, il faut absolument que les mêmes formalités, la procédure de formalité qui est prévue par la Constitution pour élaborer la loi, les rectificatifs, il faut qu'ils soient aussi, ils se soumettent à cette même procédure, comme si c'était une loi nouvelle qui sort. On n'a pas le droit donc de faire quelque chose d'artisanal. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la publication qu'on dit en temps normal. C'est normal qu'il y ait donc un problème de délai et c'est normal qu'il y ait un problème d'erreur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la période exceptionnelle. Ça veut dire que la loi, elle est là, elle est sortie, elle est publiée, d'accord, mais c'est juste qu'on voudrait retarder son entrée en vigueur. Ça veut dire qu'on ne veut pas tout de suite la mettre pour la soumettre aux citoyens. Ça veut dire qu'on voudrait leur dire, attendez un peu pour que vous puissiez acquérir cette loi. Je préfère que vous attendiez un peu. Mais pour que vous puissiez attendre, vous n'allez pas l'appliquer, donc on ne va pas la publier tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la période exceptionnelle. Ça veut dire qu'on peut retarder ou avancer l'entrée en vigueur de la loi. Par exemple, on peut d'abord avancer. Par exemple, en cas d'urgence. En cas d'urgence, on n'a pas le temps, par exemple, de faire une loi, de la faire sortir, de l'attendre, de faire la promulgation. Tout ça, on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite prendre la radio ou les télégrammes ou même comment on appelle ça, le crieur public. C'est lui qui doit apporter à la connaissance du public certains textes exécutoires sans qu'ils puissent faire l'objet d'une publication. On n'a pas le temps de faire de la publication. C'est une urgence. Ça veut dire qu'on va tout de suite avancer l'entrée en vigueur de la loi. Maintenant, on peut la retarder, cette loi. La retarder, par exemple, vous savez que quand le protectorat était chez nous au Maroc, au niveau de l'organisation judiciaire, vous aurez l'occasion de voir cette matière, tout était en français, donc la loi se rendait en langue française, les magistrats et les plaidoiries se faisaient en langue française, il y avait même des avocats français, et donc tout le monde parlait français au niveau des tribunaux parce que c'était le protectorat qui était là. Et puis quand ils sont partis, ces tribunaux sont restés avec la langue française, la plaidoirie se faisait toujours en français, mais en attendant, il fallait quand même gommer ou rectifier la langue, puisque le protectorat étant parti, il fallait que le Maroc recouvre son arabité, et du coup, il fallait qu'il retrouve un peu sa souveraineté. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on va faire une loi qu'on appelle la loi d'unification de 1967. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle a dit? Comme quoi on va unifier tous les tribunaux, on va enlever les tribunaux rabbiniques, on va enlever les tribunaux de Shara, on va faire toute une réorganisation de l'organisation judiciaire et on va proclamer la langue arabe en tant que langue officielle dans les tribunaux. Cette loi, on ne peut pas la faire tout de suite, alors qu'il y a encore l'ancienne loi qui était là, et il fallait quand même laisser du temps
autant pour qu'on puisse s'adapter. Donc, le temps de l'adaptation, ben, il ne peut pas y avoir un vide juridique. On ne peut pas effacer la loi et avoir une loi nouvelle, et cette loi nouvelle qui est là, elle ne peut pas s'adapter tout de suite. Donc, il va y avoir un vide juridique. Donc, le vide est dangereux sur le plan juridique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder l'ancienne loi, donc on va retarder la nouvelle loi, on va garder l'ancienne loi, et au fur et à mesure, on va gommer certaines choses et les remplacer par la nouvelle loi. C'est ce qu'on appelle des périodes exceptionnelles parce qu'on voudrait retarder une loi en attendant de rectifier certaines choses pour ne pas laisser de vide. Donc voilà, si vous voulez, les formalités qui marquent la naissance de la loi par la promulgation, par la publication, par les problèmes d'erreur, les rectifications en période normale et en période exceptionnelle. Donc je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Allô, est-ce que vous êtes là? Non, madame, tout est clair. Ok, très bien. Alors, on se retrouvera lundi prochain, d'accord? Pour la suite. Je vous remercie. Inch'Allah, Inch'Allah, merci madame. Au revoir. Merci, madame. Merci Merci beaucoup. à vous.